Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, ce nouveau live Twitch en cette semaine consacrée à la draft NFL 2023 prévue donc ce jeudi du côté de Kansas City dans le Missouri. On se retrouve donc pour une deuxième soirée donc au cours de cette semaine après avoir notamment étudié les rankings par position concernant notamment les postes offensifs hier soir, et je remercie encore tous ceux qui étaient présents à cette occasion. On va s'intéresser aujourd'hui à la défense avec les top 20 par position pour terminer un peu cette séquence et pouvoir enchaîner demain soir sur l'ultime mock draft avec échange, je le rappelle, en direct également sur la chaîne Twitch. Il sera d'ailleurs avec nous demain et il me fait l'amitié d'être avec moi, notamment pour me permettre de récupérer mon souffle en ce mardi soir. Niti Niasimwang est avec moi. Salut Niti. Salut Greg, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Un grand plaisir, je le disais, de te retrouver. C'est bien parce que du coup, j'ai commencé la semaine tout seul. On sera deux à animer aujourd'hui. On sera trois demain. Et voilà, peut-être potentiellement quatre du coup, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc voilà, ça va aller crescendo petit à petit. Donc ça me fait plaisir d'être avec toi. Ça veut dire qu'on continue d'avancer un peu plus dans ce processus. Et ouais, ça approche et je te félicite pour hier hein, parce que c'était pas évident hein, C'est donc gentil. de faire cette émission, mais ravi d'être là et de pouvoir en débattre ou alors confirmer les analyses sur des joueurs que potentiellement vous ne connaissez pas ou alors potentiellement que vous connaissez et qu'on va peut-être confirmer ou infirmer vos opinions sur ces joueurs-là. Parlons d'une valeur sûre que tout le monde connaît, c'est notre technicien Camille Saraben qui sera avec nous tout au long de cette semaine. Salut Camille. Salut à vous. Et j'en profite également pour saluer les gens qui sont sur le chat. Vous êtes déjà 75 à être avec nous, donc bonsoir à tous. J'en profite d'ailleurs pour remercier le Nolive 9 qui était déjà là hier soir et qui a pris un abonnement notamment de niveau 1 sur la chaîne. Donc merci beaucoup à lui. Après, je vois beaucoup d'habitués. Guillaume, Scornieux également qui est là, Vico 7600, Rand2 que je me rappelle également avoir vu lundi soir. Donc voilà, j'en profite également parce que c'est vrai qu'on nous en parle un petit peu sur le chat. C'est une news qui est tombée il y a quelques minutes, Niti, avec l'annonce notamment, Jojo7204 nous en parle sur le chat, la décision de Jeffrey Mba en college football, le lineman défensif français, qui a donc choisi de transférer et de quitter Auburn en première division universitaire et qui va rejoindre Purdue, un programme que les Français connaissent bien, puisque pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était notamment le programme d'Anthony Mangou, le receveur, il y a quelques années de ça. Ouais, bah, c'est bien pour lui. Il va être confronté à à des attaques qui sont basées sur la course, notamment dans la conférence Big Ten. Et lui, en plus, en tant que defensive tackle, ça sera un bon moyen de se tester et d'être peut-être plus performant sur le run stop. En tout cas, à Auburn, il n'a pas eu d'opportunité. On espère qu'à Purdue, il en aura plus au sein d'une conférence qui va être très relevée la saison prochaine. Tout à fait. Merci au passage à Lala Packers également qui a pris un abonnement de niveau 1 pour son 12e mois d'abonnement. Donc merci beaucoup à lui ou à elle, d'ailleurs je ne sais pas, mais a priori je pense que c'est lui. On n'a pas beaucoup d'auditeurs femmes, hein, donc n'hésitez pas à le revendiquer sur le chat. Ce serait bien que voilà, ça fasse augmenter un peu les chiffres, au moins dans nos esprits. Mais oui, oui, pour rejoindre un peu ce que tu disais, oui, c'est vrai que pour Jeffrey Mbas, c'est intéressant. Purdue, on rappelle finaliste de conférence d'ailleurs l'année dernière dans la Big Ten. Donc même s'il y a eu un changement de coaching staff pendant l'intersaison, avec en plus un coordinateur défensif de formation qui est devenu head coach du côté de West Lafayette, ça ne sera pas forcément une mauvaise chose pour lui Ouais, permettre en effet de se développer et d'avoir peut-être un petit peu moins d'obstacles, on dira, parce que c'est vrai que c'était un poste extrêmement fourni, le poste de defensive tackle du côté d'Auburn ces derniers mois. Cette parenthèse college football étant terminée, même si on va plus ou moins en parler, encore une fois, on va aborder une passerelle désormais, celle qui nous intéresse tous en cette semaine entre le college football et la NFL, avec donc ses rankings défensifs, Niti, mais pas que, puisque je l'ai dit hier, on va également parler des special teamers. Alors, je sais pas, du coup, Camille, si tu peux nous dresser le tableau, s'il te plaît, je te remercie. Avec donc une liste de 20. Alors, on va les dresser là encore 5 par 5. Vous allez voir, globalement, il y a peu de monde qui, a priori, sera drafté. Je sais pas sur combien de joueurs tu tables, de joueurs appelés sur le podium en global. J'avoue qu'on peut a priori partir peut-être sur du 6-7. C'est généralement la moyenne hein, en termes de special teamer. Donc, je pense qu'on peut être à peu près dans cette moyenne-là.
Bon, il y a eu un kicker qui a été drafté au 4e tour l'an dernier, donc on sait Avec le jamais, hein. succès qu'on sait. Et ouais, On avec, rappelle que on ouais, rappelle que les deux plus grosses hypes ces dernières années, les trois même d'ailleurs, c'était donc Roberto Aguayo au 2e tour à Tampa Bay pour le succès qu'on sait, hein. Aujourd'hui, c'est un peu un journeyman, comme on dit, un joueur qui change beaucoup ouais, c'est vrai d'équipe. ça. Il y a eu Rodrigo Blankenship au Colts, le kicker, qui Mm. fait pas une mauvaise carrière en soi, mais qui est pas non plus le super kicker, Ah, le lui, je l'aime nouveau, bien, lui, le hein, nouveau par contre. Tucker. Mais bon, Ah voilà. ouais, avec ses Voilà. lunettes et tout. Oui, c'est ça. Il a un style bien à lui. C'est le Ouais, Gardner Minshew des kickers, je t'avoue, hein. exactement, ouais. Mais voilà. Et puis la troisième hype, en effet, c'était Matt Araiza, le punter de San Diego State qui avait été sélectionné par les Bills. C'est ça. Et voilà, qui a eu des problèmes extra-sportifs, Extra des sportif, accusations exactement. d'agression sexuelle notamment. Alors, je sais pas où ça en est d'ailleurs, c'était toujours il y a toujours une instigation en cours. De ce que j'ai entendu, je Euh, crois que c'est toujours en cours. Après, je t'avoue que je suis pas trop l'actualité des punters en général, Tout à fait, ouais. Tu ne suis pas la mais justice oui. liée au punter, c'est triste ça. C'est- Investigation d'ailleurs, j'ai dit instigation, bien sûr, c'est une erreur de ma part. hmm. Très bien. Donc, en tout cas, on rentre dans le vif du sujet parce que du coup, vous pouvez voir, le classement va beaucoup aller dans le Michigan a priori pour les principaux special teamers de cette classe, avec notamment un punter pour commencer, Bryce Baringer, donc de Michigan State, un des joueurs qui a notamment été le plus prolifique en 2022 concernant les yards sur les punts réalisés du côté de Michigan State. Et James Moody, qui lui est le meilleur réalisateur de field goal cette année, 29 field goals réussis notamment du côté de Michigan. Et je crois que tu l'aimes plutôt pas mal, Nitinia. Ouais, Jake Moody, pourquoi pas, le futur Justin Tucker, hein, du côté de Michigan. Ça m'étonnerait pas, hein, s'il est drafté peut-être vers le 4e tour, comme Cade York, hein, qui sait. Mais oui, je l'aime beaucoup, hein, c'est un kicker plutôt fiable. Hein, et en revenant sur Bryce Baringer, il y a Jean-Michel qui en a parlé lors d'un podcast, je pense, sur les Patriots. Et qui confirme donc ce que tu as dit sur sa longueur de pied, sur sa puissance notamment au niveau de la jambe droite, je crois, il me semble. Voilà, je m'en souviens plus si c'est un droitier ou un gaucher. Faut que je regarde de nouveau, mais en tout cas, Michigan State, il a fait des dégâts. Tout à fait. Alors juste, tu vois, je suis pas très fort sur l'actualité des kickers non plus, parce qu'apparemment, on m'a repris sur le chat. Blankenship a été cuté. Alors, c'est pas pour des prestations, visiblement, c'est plus pour des soucis de blessure. Mais oui, en effet, voilà, ça contribue un petit peu à ça. Donc, a priori, voilà, pour terminer sur ce propos-là, ne vous attendez sans doute pas à voir des special teamers sélectionnés à minima dans les 3 premiers tours, voire dans les 4 premiers, parce que vous le voyez, la projection est quand même relativement basse pour les principaux non cités. On a Chad Ryland également, le kicker de Maryland, Alex Ward, le premier long snapper en provenance de UCF, ainsi que Adam Corsack, qui sera peut-être le principal prospect de Rutgers, hein, si j'exagère un petit peu cette année. Avec peut-être Scott Ah, Ezian, je crois, le safety éventuellement de Rutgers. Et, attention, Pacheco vient de cette université. Hein. oui, Donc, oui, bah, mais non, mais c'est pas dire qu'il y a que des pipes qui sortent de Rutgers, mais en tout cas, on n'est pas sur une cuvée où, a priori, les Scarlet Knights sont hyper représentés, ce qui sera le cas en l'occurrence de Corsac. Il me semble que les 3 derniers cités ont tous participé au Senior Bowl. Ward et Ryan, j'en suis sûr. Corsac, j'ai un petit doute. Alors, on peut passer aux autres noms très rapidement, parce que voilà, les derniers potentiels draftables, a priori, sur cette liste, avec du coup. Concernant les joueurs qu'on pourra retrouver, alors il y a un autre long snapper notamment qui pourrait être assez intriguant en provenance du programme de 1AA, donc de deuxième division universitaire VMA et Robert Soderholm. On a également Michael Turk qui a pas mal roulé sa bosse en college football avec souvent des c'est vrai, stats ça. assez intéressantes, que ce soit à Arizona State ou plus récemment du côté d'Oklahoma, et puis Jack Podlesny également. Autre kicker de Georgia, on parlait de Blankenship tout à l'heure. Podlesny qui a pris la relève avec succès globalement. 26 field goals réussis notamment en 2022. Donc voilà, joueur avec une valeur assez intéressante, notamment ces dernières années en Géorgie. Et puis peut-être le dernier profil potentiellement draftable, c'est Christopher Dunn d'NC State, qui a une trajectoire assez ascendante. Là aussi, une bonne longueur de coup de pied, une assez bonne précision également, notamment en 2022. Donc, ce sera sûrement un nom à surveiller. Pour le reste, je pense que Camille, tu peux dresser la liste jusqu'au bout parce que voilà, c'est plus pour la connaissance des noms globalement. Crystal de Penn State que certains ont pu apercevoir, notamment du côté du Shrine Bowl. Et je dis certains ont pu apercevoir. Rappelons quand même que ce n'est pas forcément les positions qu'on regarde le plus, notamment surtout sur le Shrine Bowl.
Mais voilà, au moins, vous avez une petite perspective globale. BT Potter également, qui était une valeur sûre du côté de Clemson. André Smith, qui est revenu un petit peu dans le rang du côté de Syracuse, et qui était une grosse sensation dans ses premiers mois du côté du college football à Syracuse. Vous voyez quand même que globalement, les kickers ont un peu plus de chances d'être draftés. Il y a pas mal de noms assez intéressants, en tout cas, dans cette classe. Il y a des punters un peu plus intrigants. Je pense à Ethan Evans de Wingate, également en deuxième division universitaire, qu'on avait également aperçu, il me semble, là aussi au Shrine Bowl. Ouais, il y Lou, était, il y était. Si, si, si. ouais, Lou Edley Mm. également, qui a une trajectoire assez un peu en dents de scie, avec des bons et des mauvais moments du côté de Louisville avant de rebondir du côté de Miami plus récemment. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit point sur cette classe. On ne va pas développer plus que ça, parce qu'encore une fois, il n'y aura pas 600 noms potentiellement draftés. Et c'était pour que vous ayez aussi une petite photographie globale de ce qui peut potentiellement représenter les équipes spéciales. Il y a quelques équipes, par exemple, toujours pas de special teamer. Je pense aux Rams, hein, mais bon, il n'y a pas grand-chose chez les Rams aujourd'hui de mémoire. Donc, je pense que les Il y a fans des beaucoup de Rams trous, mais sont intéressés par tous les postes, les globalement. équipes spéciales, je ne sais pas si c'est leur besoin principal, mais bon, après, on ne sait jamais. Hein. Voilà, tout à fait. Bah écoute, on va pouvoir enchaîner du coup, Camille, s'il te plaît, avec les safety pour démarrer cette classe de défenseurs. Alors, l'avantage, Niti, c'est qu'on avait déjà fait un podcast, nous deux, consacré au safety, hein. Je rappelle que ceux Ouais. qui veulent le retrouver, vous pouvez le faire notamment enfin, par le biais de l'onglet que vous pouvez retrouver sur le site, où vous pouvez retrouver tous les anciens podcasts consacrés du coup aux meilleurs safety. Ça doit remonter à un bon mois peut-être en l'occurrence, mais il n'y a pas énormément de choses qui Euh, ont changé depuis. Ouais, oui, ça fait ouais un bon mois, mais il faut dire que cette cuvée de safety, il y a de la polyvalence hein, dans Mm. cette cuvée. Il y a aussi beaucoup de profondeur dans ce poste-là et potentiellement des joueurs qui bon, il y a un qui sort du lot effectivement et on va le voir tout à l'heure. Et puis après, pour le reste, c'est vraiment pour compléter l'effectif et puis pour potentiellement être des joueurs très solides en NFL. Ce que j'allais dire du coup, c'est que le poste de safety me fait beaucoup penser justement au poste de running back. C'est un peu le poste de running back version défense. C'est qu'en effet, comme tu le disais, on a la méga star du centre du backfield avec en effet Brian Branch. Je pense que Camille, tu peux commencer à dérouler le classement. Brian Branch Petit d'Alabama souci qu'on ne technique, c'est vrai. présente plus. Hein? Ah, Il Petit y a un souci petit souci technique, c'est technique vrai. un petit souci apparemment. technique, Ouais, pardon, autant pour ouais, moi. Bon, on va improviser pour commencer c'est ça. avec du Mais coup Brian Branch, donc en effet d'Alabama, qui est celui vraiment qui crève l'écran un petit peu à l'image de Bijan Robinson. Et sur le même exemple, où on ne sait pas trop éventuellement où le catégoriser, hein, c'est-à-dire que voilà, il peut être top 15, il peut être deuxième partie de premier tour. Deuxième tour, c'est moins probable en l'occurrence. Mais c'est vrai que le fait que la profondeur de la position risque de dévaluer un petit peu, ça ne joue pas forcément en sa faveur et ça ne joue pas en faveur des autres, puisqu'en l'occurrence, on est quand même assez pessimiste sur le fait d'avoir au moins deux safety draft au premier tour. voilà, donc Brian Branch, c'est sûr, c'est la valeur sûre au premier tour. Et après, pour le reste, deuxième tour, peut-être que les équipes vont aller plus sur des potentiels playmakers. Et là, comme tu l'as dit, au poste de safety, vu que c'est un peu une poste sous-évaluée, les équipes vont peut-être attendre pour sélectionner un safety, on va dire un peu plus secondaire, qui va probablement être sur un terrain NFL pour les premières années, d'abord contribuer en équipe spéciale, mais ensuite être un titulaire solide en NFL lorsqu'il aura pris de l'expérience. Tout à fait. Donc, du coup, quand on regarde les autres joueurs un petit peu derrière, donc du coup, je vais le faire oralement, puisqu'on retrouve dans les préférences des uns et d'autres. Alors, c'est très, très resserré globalement, hein. C'est-à-dire que on a Antonio Johnson, le DB de Texas A&M, très polyvalent, qui, même sans un processus, on dira, combine délirant, continue de rassurer de par sa capacité, notamment de par ses instincts et sa capacité à sentir le jeu. Ça va vraiment être un joueur qui sera globalement assez courtisé. Et puis derrière, en effet, ça se bagarre un petit peu entre notamment, alors il y a du Sidney Brown, notamment d'Illinois, du Chris Smith également de Georgia, Jordan Battle également d'Alabama un petit peu plus loin. Ça aussi un peu entre le deuxième et le troisième tour, sans trop répéter ce qu'on avait déjà dit lors du podcast qu'on avait fait ensemble. Voilà, c'est vraiment en fonction du goût et des préférences des uns et des autres concernant les trois joueurs que j'ai cités.
Bah honnêtement, moi je trouve que ces joueurs-là vont potentiellement, comme je l'ai dit, être des special teamers. Après, il y a des joueurs qui potentiellement peuvent vraiment être titulaires dès la semaine 1. Je pense notamment à Antonio Johnson, le joueur de Texas A&M. Jordan Battle a beaucoup d'expérience. Il a ses défauts comme il a aussi ses qualités, notamment de leadership. Et par exemple, dans ce lot-là de safety, le joueur, pour moi, un des joueurs les plus intelligents, c'est peut-être Christopher Smith, même s'il manque de qualité athlétique. C'est clairement un joueur qui peut d'abord contribuer en équipe spéciale et ensuite être un titulaire solide en NFL. C'est ça. Mais vraiment, je trouve que Johnson et Smith, il y a des similitudes dans leur jeu, dans le sens justement QI football et instinct. Après, c'est dans deux domaines très différents. Johnson va être beaucoup plus incisif, notamment sur le run support et pour charger un peu plus la boîte. Chris Smith, c'est Mhm. vraiment un rôle de nickel, free safety, qui va être capable, par ses anticipations, de provoquer des pertes de balles. Et c'est vrai que c'est là, en effet, où c'est des joueurs ou forcément, et ça c'est un peu le bémol, on attend peut-être un peu plus de régularité ou peut-être une production un peu plus notable de leur part, mais en tout cas on voit des choses qui peuvent être assez intéressantes à moyen voire à long terme avec ces deux prospects. On enchaîne du coup avec la suite, s'il te plaît Camille, a priori vu qu'on a récupéré les classements avec notamment Jalen Skinner en sixième position de Boise State. C'est très resserré globalement entre Jordan Battle et Jalen Skinner, hein, au niveau de la hiérarchie. Derrière, on retrouve Jair Brown de Penn State, Jamie Robinson de Florida State, Jartavius, pardon, Martin, d'Illinois également. Et puis on termine avec Brandon Joseph de Notre-Dame qui, malgré un processus draft plus que compliqué, continue de garder certaine crédibilité, Oh, il notamment y aux a yeux des membres de pas. la rédaction, parce qu'on rappelle qu'il y a, allez, on va dire 5 membres de la rédaction au moins qui se sont prononcés sur ces top 20. Donc voilà, il y a quand même un consensus global qui continue de penser que Brandon Joseph va être sélectionné relativement haut, même si vous le voyez, voilà, je l'ai quand même plus ou moins projeté aux alentours du quatrième, cinquième tour. Ce serait quand même très étonnant qu'il soit drafté jeudi, enfin jeudi c'est quasiment sûr que non, à minima vendredi, Anity. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même vendredi, hein, clairement, je suis pas convaincu qu'il soit drafté vendredi parce que deuxième, troisième tour, pour un joueur qui, déjà, lors du process combine, comme tu as dit, n'a pas performé, et on l'a dit lors du podcast Safety, sa saison est un peu en dents de scie également. Il n'a fait qu'une seule interception, il devait remplacer Kyle Hamilton pour devenir un playmaker pour faire monter sa cote, et force est de constater que finalement, je pense que ça a été l'inverse. Donc c'est un peu compliqué pour lui, cette intersaison, on va dire, avant la draft. Bon, j'espère que pour lui, il sera drafté dans les 7 premiers tours, hein, déjà. Et bon, allez, cinquième tour, on va dire pour lui, enfin en tout cas pour ma part, parce que moi, je vois d'autres safety beaucoup plus forts que lui en ce moment. Ça va être sans doute le cas dans les 5 suivants. Mais après, c'est vrai qu'il y a des équipes qui peuvent l'aimer rien que pour le potentiel. Oui, je crois que tu as un petit chouchou dans les 5 qu'on va aborder juste après. Juste un petit mot, j'en profite juste pour rebondir un peu sur ce que disait Round 2 qui nous dit Nickel, Brown et Martin, round 2-4. Ça me va. Moi, je le répète, hein, si on parle de JIR, moi je suis un énorme fan. C'est plus qu'il faut discipliner très clairement son jeu. On voit qu'il est capable de faire énormément de choses. Donc voilà, du côté de Penn State, il a quand même été assez productif. Juste rebondir très rapidement sur Jamie Robinson et Jartavius Martin, dont on n'avait pas forcément pu parler tous les deux. On est, encore une fois, dans cette classe de safety hyper polyvalente. C'est des joueurs qui peuvent éventuellement performer encore plus Robinson, à mon sens, mais qui peuvent performer clairement partout au niveau du secondary. Bah, les deux seront des valeurs sûres dans 2 ou 3 ans. Peut-être pas dès la première année, mais Jamie Robinson, et malheureusement, on a dû faire un choix dans notre podcast des safety. Il a loupé le cut, on va dire. Mais clairement, il a de la place pour devenir un safety très solide en NFL. Jartavius Martin est un joueur que j'avais pas spécialement dans le viseur lors de la saison NCAA, et petit à petit, là, il m'a un peu tapé dans l'œil lorsque je supervisais plus Sidney Brown, son comparse du côté de l'Illinois. Alors lui, il jouait plus nickel cornerback à Illinois, mais clairement en NFL, c'est un free safety. Ouais, tout à fait. C'est deux profils très différents, hein. C'est-à-dire que Jamie Mm. Robinson vraiment a une expérience assez notable, ancien de South Carolina, qui a transféré ensuite du côté de Florida State.
un leader défensif confirmé en plus par ailleurs. Et Jarvis Martin, c'est vrai que c'est plus le profil du joueur qui a popé un petit peu en 2022, qui a clairement été au diapason d'une grosse défense d'Illinois qui a progressé. Coaché d'ailleurs par le nouvel head coach de Purdue et Jeffrey Mba, hein, au passage, C'est vrai, ça. juste pour souligner le gros travail qui a été fait par cette défense d'Illinois. Donc voilà, c'est deux joueurs qui arrivent avec des trajectoires différentes, mais encore une fois, une éthique de travail, une présence, un leadership, une agressivité assez détonnante. Donc ça va être des profils à surveiller de très près. On peut enchaîner sur les 5 suivants, s'il te plaît, Camille, puisqu'on va notamment parler d'un des chouchous de Nitti. Lui aussi, il a loupé le cut de très peu lors de notre précédent podcast. Ce n'est pas Jay Ward d'LSU, ce n'est pas Ouais, non. Jamari Conner de Virginia Tech, ni Trading the Third de Florida, ni DeMarco Elams d'Alabama. C'est bien Daniel Scott de California. Ça ne s'est pas joué à grand-chose entre Joseph et Scott, hein. Il y avait vraiment très, très peu de spots d'écart parmi les gens qui ont voté sur ces top 20. Globalement, là aussi, c'est vrai que c'était souligné. Il y a eu beaucoup de joueurs de California qui ont été draftés ces dernières années. Je pense à Elijah Hicks, à Cameron Bynum notamment, enfin ce type de joueurs-là. C'est vrai. Ils ont souvent évolué aux côtés de Daniel Scott. C'est vrai que c'est un peu comme on les appelle aux États-Unis, le unsung hero, c'est-à-dire celui qui fait des jeux décisifs dans une défense en plus de California qui est souvent assez prometteuse, même si les résultats ne sont pas foufous de la part des Golden Bears ces dernières saisons. Ah bah, il faut pas regarder les résultats du côté de cette université. Il faut regarder plus les joueurs à ce moment-là. Et là, Daniel Scott, honnêtement, pour moi, c'est comme tu as dit, c'est mon chouchou, mais je le vois je le vois durer en NFL. C'est un joueur très intelligent. Bon, il est pas très grand, mais c'est un joueur qui va être peut-être potentiellement déjà potentiellement c'est un titulaire solide et peut-être potentiellement un All-Pro, qui sait. Mais c'est un joueur Bah, vraiment déjà, je pense intelligent. qu'en première année sur l'équipe spéciale, il va régaler, hein. Ah oui, vu qu'il est habitué, en tout cas dans une université un peu spécialiste quand même, hein, en spécial team, ça va être, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui va forcément contribuer dès sa première année en NFL. C'est ça. Mais c'est vrai que tu le disais, il y a peut-être pas, on va dire, le gabarit qui plaît énormément. C'est vrai que c'est pas un des safety les plus grands de cette classe-là. Il a montré des très bonnes qualités athlétiques en l'occurrence. Mais c'est vrai Hmm. que voilà, il coche pas toutes les cases, on va dire, des scouts NFL et c'est peut-être ce qui peut l'amener à avoir sa position un petit peu reconsidérée et faire en sorte qu'il soit drafté uniquement à partir du samedi. On termine avec ce top 20 avec les positions donc 16 à 20 avec pour terminer ce classement Kevin Merriweather d'Iowa. On a également Quindell Johnson de Memphis, Ronnie Hickman d'Ohio State, Brandon Hill de Pittsburgh et Marte Mapu, l'intrigant linebacker safety de Sacramento State en deuxième division universitaire. Alors pour avancer un petit peu plus vite, peut-être, on va peut-être rebondir notamment sur Quindell Johnson et sur Marte Mapu. Quindell Johnson, trajectoire assez étonnante pour le coup, lui qui était longtemps considéré comme un des top safety de ces dernières années. Il aurait même pu se présenter à l'issue de la saison 2021. Il a choisi de revenir. Là encore, si on parle là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. Il y a eu une petite descente progressive du côté de Memphis, dont il a un petit peu pâti, mais les qualités athlétiques, elles sont là indéniablement. Bah, athlétiquement, c'est clair que Quindell Johnson a peut-être le prototype idéal pour un safety. Après, le souci, c'est qu'il était au sein d'une défense qui a pris l'eau quasiment toute la saison. Donc, il s'est pas vraiment mis en évidence, si ce n'est qu'au nombre de plaquages, il est assez, on va dire qu'il est dans les normes, il est assez solide. Par contre, il faut qu'il Enfin, c'est pas qu'il faut, c'est que sa capacité pour créer des jeux, pour faire changer le momentum d'un match, c'est peut-être ça en fait qui lui manque par rapport à des safeties qui sont peut-être au-dessus, tu vois. Mais en tout cas, Quindell Johnson est un joueur qui sera solide en NFL. Je pense qu'il sera drafté pour moi. Par exemple, par rapport à des joueurs qui sont au-dessus de lui. Je pense qu'il y a certains pour moi justement qui sont au-dessus, qui sont peut-être pas draftés, mais lui, il y a des garanties qu'il sera drafté. Enfin, parce que il a cette expérience, et parce qu'il est retourné à l'université et que peut-être, si tout se passe bien lors des camps d'entraînement, il va être probablement titulaire ou alors sur la rotation dès sa première année. Oui, c'est ça. On est sur du genre de devoir qui peut être très productif, notamment
pour contrer du jeu au sol. Après, c'est sûr, comme tu le disais, qualité de playmaker, malheureusement, ça fait un petit moment qu'on a du mal à les voir du côté de Quilton Johnson et ça va être quelque chose forcément à prendre en compte. Martin Mapou, profil très intriguant. Certains le voient linebacker, certains le voient safety. Est-ce que pour toi, en safety, ça fait l'affaire? Bah, il a des dimensions de linebacker, mais quand on le voit jouer, il a clairement le profil d'un safety. Donc, à voir. Après, lui, son problème, c'est qu'il a souvent été blessé. Donc, c'est un peu dommage de le voir, on va dire, projeté au sixième, septième tour, puisque sinon, il a de bons instincts, il a fait de la production. Ok, Sacramento State, c'est pas forcément l'université où il faut regarder les matchs ou alors il faut peut-être juger le joueur. Mais après, en termes de taille, en termes d'instinct, c'est clairement un très bon joueur. Ok, il a peut-être pas le physique ni l'athléticité pour être peut-être un solide titulaire NFL, mais un bon joueur de rotation, potentiellement pour lui, c'est déjà pas si mal. Oui, et encore une fois, dans les défenses NFL où on aime bien un petit peu brouiller les cartes, je pense que ce sera typiquement le genre de joueur qu'on pourra Hmm. utiliser dans beaucoup de schémas défensifs un peu créatifs pour éventuellement perturber un petit peu les quarterbacks adverses. On a terminé du coup avec les safety, on va pouvoir enchaîner sur la position de cornerback. On va rien vous apprendre, hein, on est sur une classe relativement profonde, hein, sans doute la classe défensive la plus profonde avec celle d'edge rusher dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Avec notamment dans le top 5, on a Christian Gonzalez d'Oregon, Devon Witherspoon d'Illinois. On retrouve juste derrière, on va dire, dans la deuxième partie du panier, Joey Porter Jr. de Penn State et Dante Banks de Maryland. Là aussi, c'est globalement très resserré, hein, donc l'un est devant l'autre. Encore une fois, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la projection et le fait que potentiellement on a affaire à deux solides premiers tours sur le papier, de par leur capacité notamment à être très très agressif en couverture en homme à homme, ce qui est de plus en plus recherché aujourd'hui en NFL. Donc a priori, c'est deux joueurs enfin, très valorisés, on dira, pour éventuellement être sélectionnés les premiers jours. Tu voulais préciser quelque chose? Vous les, en tout cas, vous les connaissez, hein, ces joueurs-là. Peut-être à part Deontay Banks qui commence à monter hein, dans les boards et qui est potentiellement un choix du premier tour. Et j'ai revu quelques matchs hein, un peu de Maryland et je t'avoue que j'avais plus repéré l'attaque de Maryland plutôt que la défense. Mais clairement, c'est un très bon joueur et c'est vrai que c'est un potentiel entre guillemets freak athlétique d'un coup et très physique comme cornerback. Donc c'est vrai que je pourrais faire l'affaire en premier tour. Tout à fait. Alors, si tu me permets, Camille, on peut enchaîner sur les spots 6 à 10 parce que du coup, on a un petit tir groupé qui va être assez intéressant. On pourra même préciser d'ailleurs avec les autres joueurs, parce que sur les positions 11 à 12, on va dire qu'entre les spots 5 à 12, globalement, mais là déjà, on va vous laisser dérouler la liste jusqu'à 10, ça va globalement se jouer dans un mouchoir de poche. Il y a Mm. beaucoup de joueurs qui peuvent sortir. Alors, on commence globalement. Alors, on a du Kelly Ringo, du Emmanuel Forbes, du Cam Smith. Ça peut faire fin de premier tour comme ça peut faire fin de deuxième. Alors, on va se le dire clairement en fonction des envies des uns et des autres, de comment ils sont considérés dans les différents boards. Ouais, ça dépend. À ce moment-là, c'est les trois cornerbacks que tu as cités, Forbes, Smith et Phillips, ils ont performé en termes de statistiques, mais quand on regarde leurs prototypes, c'est vrai qu'ils sont petits. Hein. Donc Philips, en c'est l'occurrence, ouais. Philips, je l'avais en 8. Mais même Ringo, du coup, qui était Ouais. en 5, sa Mm. production, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on lui reproche. Au-delà du Mm. fait, en effet, d'être un press corner, mais qui est facilement capable de comment dire, qui a cette difficulté, on dira, à rester collé sur les tracés de ses receveurs. Mm. C'est un peu Ça c'est vrai ça. son petit péché mignon de sa part. Donc, mais oui, en effet, Forbes, Smith et Philippe, c'est peut-être plus des questions de gabarit aussi. C'est-à-dire qu'on est petit, on est plutôt frêle pour la position. On va dire qu'on est plus sur plus du zone corner globalement que vraiment un cornerback qui est capable de jouer à long terme physiquement face à des receveurs assez tankés, on va dire. Pour terminer, des quatre, celui qui a vraiment le potentiel pour jouer en presse, c'est Clark Phillips, clairement. Même si il a des déficients en termes de vitesse. Par contre, celui qui est peut-être le meilleur en termes de zone, c'est Manuel Forbes. Pour moi, c'est lui, pour moi, le meilleur dans ce domaine.
Je te rejoins là-dessus. Et puis du coup, Camille a mis la liste donc, jusqu'à 12. Vous pouvez voir, donc on a Julius Brands de Kansas State, Darius Rush de South Carolina, DJ Turner de Michigan et Tyreek Stevenson de Miami. Là encore, il y a beaucoup de press corner. Peut-être à l'exception de DJ Turner, je dirais, où là, pour le coup, la couverture en homme à homme, c'est peut-être pas en tout cas là où il va se mettre le plus en évidence, je pense. Après, il a des attributs pour le faire, mais là aussi, il sera peut-être plus à son avantage sur de la zone que sur de la couverture homme à homme, même si tu n'as pas l'air d'accord à 100%. Bah, DJ Turner, en fait, le souci, c'est que justement, je sais pas trop si c'est un cornerback qui est meilleur en presse ou en meilleur en zone, tu vois. Donc c'est très compliqué. La demi-finale contre TCU m'a fait douter de lui, en fait, j'ai envie de dire. Ah, c'est vrai qu'il a Mais pris un peu pas. cher contre Quentin Johnston. Ouais. Voilà, exactement. Et puis par contre, on sait qu'athlétiquement, c'est une bête. Il a beaucoup de vitesse. Tu vois, par exemple, par rapport à Julius Brandt, qui lui a une bonne capacité de playmaker, DJ Turner ne l'a pas forcément. Mais on sait que d'une année à l'autre, ça peut changer. Julius Brandt peut être très mauvais, comme il peut être très très bon. Donc c'est plus la régularité pour lui que je trouve qu'il doit progresser. Ouais, tu vas me dire pour tous les rookies c'est pareil. Par contre, Darius Rush et Tyree Stevenson, potentiel sleeper. Hein. Je les aime beaucoup, surtout celui de Miami, parce qu'il a été peut-être discret avec Miami Florida, mais en même temps il n'a pas été aidé par les changements en termes de coordinateur défensif. Donc à surveiller. Ouais, je te rejoins, c'est un point. J'ai plus une préférence pour Rush, mais en tout cas, c'est deux profils qui peuvent vraiment, à moyen terme, on va dire, en bout de 2, 3 saisons, être des corners assez mérites déjà en NFL, Mm. être des solides cornerbacks numéro 2 en l'occurrence. Je voyais que certains parlaient de Riley Moss tout à l'heure, je crois que c'est Rand qui vantait notamment son travail au niveau des défenses d'Iowa. On peut enchaîner sur le reste des positions 11 à 15 avec donc le cornerback d'Iowa que certains ont envoyé en position de safety, mais c'est vrai qu'il a clairement assuré dans ce processus draft sur son aptitude à jouer sur l'extérieur. Donc là aussi, ça peut Mm. être un vrai couteau suisse, mais sur la durée, un cornerback parfaitement capable de faire le travail, que ce soit d'un point de vue zone, presse, enfin voilà, c'est pas, en l'occurrence, en presse, c'est peut-être pas celui qui marquera le plus de points, mais Iowa peut jouer à cette tendance aussi à jouer assez physiquement avec ses corners. Donc, je pense il déméritera pas forcément dans cet exercice-là. Ouais, Riley Moss est un cornerback assez physique hein, quand même, hein, malgré une taille quand même standard hein, finalement. Hein, je craquerai pas dessus, j'ai envie de dire. Mais par rapport, par exemple, aux deux autres que tu as cités, Garrett Williams et Lyrix, je pense que Riley Moss a peut-être un potentiel, bon, même s'il est déjà expérimenté, mais un potentiel qui n'est pas encore exploité et qui en NFL peut-être peut, dès sa première année, être un solide titulaire. Peut-être d'abord, peut-être dans le slot, mais et après aller sur l'extérieur par la suite. Alors, Williams et Rick, c'est quand même deux gros points d'interrogation. Garrett Williams, c'est surtout d'un point de vue durabilité, on va dire, hein, Ouais, blessure. longévité, on dirait en Mm. carrière. Beaucoup, beaucoup blessé à Syracuse et surtout Mm. blessé de manière assez précoce dans les saisons. C'est Donc, ça. malgré le grand talent du bonhomme, ça peut être un élément qui peut en refroidir quelques-uns. Il me semble qu'on en parle d'ailleurs dans le podcast dans la pastille consacrée aux Niners, si je me trompe Ouais, pas, c'est que ça, vous pouvez trouver il y a ils ont quelques parlé de jours. lui, Jean-Michel et Victor, ouais, exactement. Mm. Et l'Airix, c'est la définition du cornerback hyper talentueux, capable de faire énormément de choses sur le papier, mais des choses qu'on n'a pas vues concrètement. L'échantillon est très faible et malheureusement, les quelques passages qu'on a vus de lui, c'est des matchs où il n'a pas forcément été à son avantage, des instincts très trompeurs, on va dire. Je, Il se fait beaucoup trop confiance, manifestement, pour les instincts qui sont les siens. Ouais, je vais renvoyer vers le podcast le consacrant qui était en début ou milieu de saison NFL où Victor disait mot pour mot il est nul. Voilà. Et Lyrix, il vient de LSU LSU qui est une bonne université hein, en termes de cornerback. Hein, si je ne m'abuse, Derek Stingley Jr. a été drafté en numéro 3 par Houston. Et Lyrix, malheureusement, son transfert de LSU à Alabama ne s'est pas très bien passé. Alors déjà, premièrement, Alabama, la classe de cornerback, elle est plutôt meilleure l'an prochain, donc à surveiller. Et là, bah, Lyrix, c'est vrai qu'il a été en dessous de tout, que ce soit la fin de saison dernière ou cette saison où il a très peu joué et très peu contribué.
je reste quand même estomaqué du fait que tu aies dit que Victor a dit qu'il était nul. Ça ne lui ressemble pas, ce ne sont pas des propos. Je préviens Monsieur Roulier, je m'inscris en faux. On termine du coup avec ce top 20 au niveau de la position des cornerbacks, avec notamment Caillou Blue Kelly, le cornerback de Stanford. On a également Corey Trice de Purdue, et puis les trois derniers, donc Trevius Hodges Tomlinson de TCU, Mekhi Garner d'LSU, justement, et Keitrell Clark, cornerback de Louisville. Les deux principaux noms éventuellement qui peuvent être assez intrigants dans cette fin de liste, Nitti, c'est ceux d'Hodges Tomlinson et de Clark. Le Bah, principal déficit pour ces deux joueurs, c'est clairement le gabarit et du même coup leur utilisation chez les pros. O'J Tomlinson, le voir projeté cinquième, sixième tour, ça m'étonne un peu, je t'avoue, parce que c'est vrai qu'en termes de taille, en termes de physique, c'est clair qu'il coche pas du tout les cases pour jouer en NFL. Mais à TCU, c'était quand même le joueur, le leader de la secondary et finaliste universitaire du côté de l'université de Texas Christian. Après, Ketrel Clark, pareil, il a quasiment les mêmes mensurations que Trevius Tomlinson, comme tu le disais. Oui, ça Lui, devrait c'est 1,72, 1,73 peut-être, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est sur du voilà. 5,8, 5,9 en termes de taille. Hein. C'est Ouais, très, j'ai vu très. 5-9 en tout cas. Je sais pas s'il avait fait le NFL Combine. Je t'avoue, j'ai pas vu son nom passer. Mais c'est vrai que c'est un cornerback qui a été assez discret au sein d'une défense de Louisville qui n'a pas spécialement brillé. C'est peut-être ça qui va peut-être le faire baisser. Mais c'est un joueur qui a assez de vitesse. Il a quand même une bonne détente, comme Trevius Tomlinson. Voilà, c'est leur combativité qui pourrait potentiellement leur faire gagner des places dans l'effectif des 53 joueurs en NFL pour l'an prochain. Mais en tout cas, c'est clair qu'ils vont devoir se battre pour avoir une place dans un effectif NFL. Alors j'en profite pour revenir un peu sur le chat. Nolive9 qui nous dit Gis Tomlinson, pardon, j'ai son gros match contre Michigan en tête. Il y a un gros match aussi contre Texas de mémoire. Hein, donc Ah oui, oui, contre Texas, il face a à été des énorme. bonnes Hein. attaques, il est capable d'être performant, sachant qu'en plus Michigan, ça penche plutôt vers le sol et Texas plutôt vers les airs. Donc même s'il y a Bijan Robinson, bien entendu. Mais voilà, on l'a vu quand même assez intéressant sur plusieurs profils, dans différentes conditions. Et puis on avait, j'espère que j'écorcherai pas, O.J. Winehouse qui nous dit Caillou Blue, c'est son vrai prénom. Alors je confirme, c'est son vrai prénom. Et pour la petite Et anecdote, ouais, puisque O.J. Tomlinson, je crois qu'on l'avait déjà dit, c'est le neveu de la légende les d'Adamian gens. Tomlinson, ancien running Et back ouais. notamment des Chargers et des Jets. Sachez que Caillou Blue Kelly, c'est le fils de Brian Kelly, alors moins connu en l'occurrence, pour remonter un petit peu en arrière, qui a joué quasiment 10 années en NFL, notamment chez les Tampa Bay Buccaneers, avec qui il a gagné notamment un Super Bowl et avec qui il a été assez prolifique, notamment en 2002, d'un point de vue interception. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'on vous parle de la fameuse NFL DNA au moment d'aborder Caillou Blue Kelly. Quelle que soit sa sélection, j'ai mis aux alentours du quatrième, cinquième tour. C'est vrai que là encore, il y a peut-être des petites difficultés, notamment au niveau des changements de direction, mais ça a été quand même un cornerback assez propre ces dernières années du côté de Stanford. Ouais, je l'aime bien, Kyubuyuki. Donc, c'est pour ça que la classe de cornerback elle est vraiment de qualité. Hein. On voit Kyubuyuki en 16, alors que pour moi, c'est un joueur qui potentiellement peut être un joueur du troisième tour. Donc, non, clairement, très Et, bon joueur. ouais, et très clairement, ça aussi, vous le voyez sur la liste, hein, le 20e de cette liste-là, il est projeté à peu près sur les 5e, 6e tours. Ça veut dire très concrètement qu'il peut y avoir plus de 20 cornerbacks sélectionnés dans cette draft. À mon sens, on peut être au moins à 25 vu la profondeur du poste. Ouais, sur 259 joueurs, je pense que Il y a un effectivement, en bon voir ratio. plus Ouais. de 20, ça peut être pas mal. Ouais. Tout à fait. On peut passer du coup à la position des linebackers à présent, le deuxième rideau. Et alors là, je vais le dire tout de suite, que vous allez le voir notamment sur les positions 1 à 5, on a les trois premiers qui ont été classés par ordre alphabétique, puisqu'ils ont reçu exactement le même nombre de voix. À savoir donc Jack Campbell d'Iowa, Drew Sanders d'Arkansas et Trenton Simpson de Clemson. Impossible de les départager. Donc voilà, là encore, il n'y a pas d'histoire de hiérarchisation particulière au niveau du classement qu'on vous présente. C'est vraiment la question de la projection et ça joue également sur la notion, justement, quand on n'arrive pas à avoir de linebacker numéro 1 parfaitement établi, on va dire, dans la hiérarchie Nitti, c'est toujours cette question, est-ce qu'on aura vraiment un linebacker au premier tour? Ça mérite d'être posé à 2 jours de la draft. Moi, c'est ce que j'avais écrit lors des podcasts sur les linebackers. C'est est-ce que cette classe de linebacker va faire pire
que la classe des linebackers de l'année 2022, où il y a eu quand même 2 linebackers draftés au premier tour. Donc, je ne suis pas loin de penser effectivement que la réponse pourrait être oui, puisque on n'a pas un linebacker qui peut être un game changer ou un linebacker qui peut potentiellement être soit un pass rusher, soit un bon blitzer, soit un bon couverture. On l'a déjà évoqué lors de notre podcast sur les linebackers. On a l'impression qu'il y a personne qui sait très bien couvrir. On a l'impression qu'il y a personne qui sait très bien rusher dans cette place. Donc c'est vrai que c'était très compliqué de départager déjà parmi les premiers. Donc c'est peut-être une indication pour peut-être la suite des événements pour jeudi soir. Voilà, juste pour rappeler globalement, on a un Jack Campbell qui sera middle linebacker a priori et qui est excellent notamment sur le run stop. Hein, ça, on ne pourra pas lui retirer. Encore une fois, je résume grossièrement. Hein, il est capable d'apporter sur la couverture, par exemple, il l'a montré à Iowa. En tout cas, c'est un run stopper pur sur le papier. Drew Sanders, qui lui est attendu middle linebacker également, mais qui est beaucoup plus un blitzer de par sa formation d'edge rusher. Et puis Trenton Simpson, qui est plus prévu pour être un weak side linebacker, un backer côté faible. On va lui demander de faire pas mal de choses, notamment d'être excellent sur la course et sur la pénétration au sein de la poche. Donc voilà, ce sont des qualités assez différentes, mais comme tu le disais, malheureusement, il n'y a pas un linebacker qui a encore ce total package. Donc c'est un peu c'est un peu ce qui est à leur détriment, en l'occurrence. Concernant les autres joueurs derrière, des joueurs qu'on a déjà pas mal cités, qui sont assez polyvalents. Hein, les plus polyvalents, peut-être des joueurs qui suivent, Diane Henley, linebacker de Washington State, et Dorian Williams également de Tulane, qui peuvent être aussi bien des bons run stoppers que des joueurs justement assez efficaces en poursuite. Hein. On a vu qu'au niveau du processus draft, ils ont pas mal rassuré dans ce domaine-là. Donc ça peut être des solides deuxième, voire troisième tour. Là encore, la projection dépendra des spots, on va dire, où seront sélectionnés les 3 premiers. Voilà, On va donc enchaîner. effectivement, ouais, non, mais vas-y, non, très bien, parce qu'on a déjà parlé. On a déjà parlé de ces 2 joueurs-là, Diane Henley et Dorian Williams, c'est des joueurs expérimentés qui sont très solides en NFL, clairement. Donc, on peut enchaîner sur les spots 6 Mm. à 10 avec des noms là aussi que vous avez déjà entendus, puisqu'on avait là aussi, il me semble, fait un podcast sur les linebackers Oui, c'est ensemble, tout ça, à fait. on a fait ensemble, ouais. Mm. Avec Noah Sewell donc d'Oregon, grosse énigme. Nick Herbig de Wisconsin. On a également Owen Papo d'Auburn, Henry Toto d'Alabama, ainsi qu'Evan Pace Jr. De Cincinnati. Alors Noah Sewell, on le rappelle, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté profil athlétique qui n'a pas forcément toujours performé du côté d'Oregon et qui devrait peut-être être un peu plus contenu sur un rôle simple de middle linebacker. J'aimerais juste avoir ton avis sur Nick Herbig. Alors, c'est vrai que certains le placent edge, certains le placent linebacker. Bien entendu, il est capable d'apporter sur le pass rush, comme par exemple Drew Sanders est capable de le faire, mais il peut avoir ce rôle un peu plus hybride qu'on voit beaucoup chez les anciens linebackers de Wisconsin. Je pense à des Joe Schobert, à un Zach Bone dans une moindre mesure, parce qu'on a vu que chez les Saints, il n'était pas forcément hyper mis en avant. Mais en tout cas, c'est linebackers un peu modernes de Wisconsin qui jouent sur le deuxième rideau, mais qui sont capables de faire énormément de choses. Bah en fait, Nick Herbig, moi j'étais impressionné par sa saison à Wisconsin en 2022. Il a joué plus outside linebacker dans une 34, mais dans une 43, il jouera probablement weak side. Donc un mec qui va bien blitzer, c'est un pur pass rusher. En couverture, il aura vu son physique, il aura des difficultés. Mais Nick Herbig est un pur pass rusher. Euh, Peut-être, tu vois, le même profil qui pourrait se rapprocher par rapport à la draft de l'an dernier, c'est peut-être Nick Bonito. Et Nick Herbig qui est peut-être un peu plus petit, mais sinon c'est un joueur qui est hyper explosif, un bon premier pas. Mais en tout cas, pour tout ce qui est pass rusher, il jouera probablement jamais pour moi defensive end dans une 43. Oui, non, Il n'a ça. pas la taille, il n'a pas la puissance pour le faire. Mais vu qu'il est hyper agile et qu'il sait finir les actions, outside linebacker est le rôle idéal pour lui. Très bien. Bah, écoute, pas grand-chose de plus à dire. On va pouvoir enchaîner du coup sur les autres positions, avec notamment donc, les spots 11 à 16 avec Demarvion Overshawn de Texas. Je sais que Victor l'adore également. Servossier Dennis également, le linebacker de Pittsburgh. On a Dee Winter
Dee Winters, pardon, de TCU, beaucoup de joueurs de Texas Christian, encore une fois, on le rappelle, finaliste universitaire, donc c'est pas passé inaperçu. Et puis on a également Ventrell Miller de Florida et un autre ancien de Florida qui évoluait la saison dernière du côté de Utah, à savoir Mohamoud Diabaté. Juste un petit focus sur Servossi et Dennis et sur Dee Winters. Également, deux poumons, on dira, de leurs défenses respectives du côté de Pittsburgh et de TCU. On va dire que c'est peut-être plus un déficit de gabarit. Servossi et Dennis, relativement petit. Dee Winters, c'était encore plus. Alors là aussi, je ne vais pas m'embrouiller un peu sur les mensuration, il me semble que Denis doit faire un 82, là où Alors, Winters doit faire Servos peut-être. Zenit, c'est 1,82, 83 et C'est ça, Dee Winter, c'est 1,78, 79. c'est ça, ouais. En fait, les deux vont jouer probablement middle linebacker en NFL. C'est vraiment le pro, on va dire, au milieu de la ligne ou alors weak side, dans une 43. Mais clairement, les deux joueurs ont des statistiques en termes de plaquage qui sont très productifs, on va dire à ce moment-là. Il y a beaucoup de production dans ces deux profils. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est lecture du jeu dans les deux cas, c'est-à-dire South Asdin et Dee Winters, c'est peut-être un peu plus compliqué, dû peut-être à leur manque de taille. Oui, c'est ça. On ne pourra pas leur demander maintes et maintes choses en l'occurrence. Ça peut en tout cas être des joueurs sur équipe spéciale, là encore, puisqu'on parle de profils attendus aux alentours des 4e, 5e tours. Dans les premières années, je pense que c'est des joueurs qui peuvent être extrêmement précieux sur Special Team. Là aussi, on parle vraiment de leaders défensifs de leur formation respective, de vrais tours de contrôle. Donc voilà, après, malheureusement, il y a sans doute un déficit physique et en termes de gabarit par rapport à d'autres prospects de cette classe. Mais très clairement, c'est des joueurs qui gagneraient éventuellement à avoir un peu de temps de jeu sur ces phases. Ça me rappelle un peu la situation. Alors, il n'est pas dans ce classement en l'occurrence, mais un joueur qui va être énormément péjoré par son gabarit, c'est Carlton Martial de Ouais, le genre Troy, de Troy, ouais. voilà, qui est Mm. extrêmement petit, encore plus petit que Winters en l'occurrence. Je me demande s'il ne doit pas être à Ouais. 1,75. Oui, Euh, 1,74, 75 par là, mais c'est un joueur que j'ai suivi par rapport à sa production statistique. Il a fait quasiment une vingtaine de plaquages par match, c'est ça. efficace le bonhomme. Peut-être drafté Ah oui, 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 entre le quatrième et septième tour, mais on mais verra ouais, bien. je le vois plutôt dans l'entour du 6-7e, mais je pense Mm, que ça peut être un special teamer vraiment. c'est clair. Il peut rapidement faire des dégâts, ouais, très clairement. Bah, écoute, on va terminer du coup sur les spots 16 à 20 pour cette position de linebacker, avec notamment donc Yazir Abdullah de Louisville, Isaiah Moore d'NC State, Cam Jones également d'Indiana, les deux derniers joueurs dont on avait parlé notamment sur certains profils de sleeper, sur certaines pastilles que vous pouvez retrouver. On a également Anthony Orji de Vanderbilt et également Charlie Thomas de Georgia Tech pour terminer ce classement aux alentours du 6-7e poste, du 6-7e tour, pardon. Donc là aussi, vous voyez que les 20 premiers sont potentiellement draftables. Il y Mm. a une profondeur qui est là. Après, encore une fois, voilà, il n'y a peut-être pas les profils athlétiques les plus dingues. Yazir Abdullah, là aussi, ça fait partie de ces joueurs extrêmement hybrides. Outside linebacker, on dira du côté de Louisville, dans une espèce de formation un peu 3-3-5 du C'est côté ça. des Cardinals. Donc là encore, est-ce qu'on peut être dans un rôle un peu à la Nick Herbig, enfin en tout cas en termes de gabarit, il a peut-être des attributs à mettre un peu plus en évidence. Bah, Yasser Abdullah, le problème, c'est il a peut-être le gabarit, mais alors la vitesse qu'il a, c'est peut-être pas ça. Donc c'est un peu compliqué pour lui. C'est un En edge fait, rusher sans le rusher, quoi. voilà, c'est un peu ça. Il sait bien finir les actions, mais en fait, Yasser Abdullah, surtout à Louisville, moi je surveille plus la défense. C'est lui, il était parmi les têtes d'affiche, on va dire. Là, je le vois effectivement projeté cinquième tour. Il m'a un peu rassuré sur le process combine où il a montré quelques qualités athlétiques évidentes au vu de son physique. Mais le souci, c'est que Yassir Abdullah, est-ce un pass rusher ou est-ce un joueur qui peut couvrir et pouvoir suivre peut-être les tie-ends ou les receveurs vu sa taille. J'ai vraiment eu du mal après la saison à le cerner. En fait, je sais pas trop ce qu'il vaut. Donc le voir peut-être au cinquième tour, pourquoi pas. Mais finalement en NFL, Oui, s'il descend, tu tomberas pas de ta voilà. chaise, quoi. Ah non, clairement, s'il est pas drafté, par exemple, pareil, je serais pas surpris non plus parce qu'en fait, le mec, il a quelque chose, mais pour certains peut-être
Ça se voit pas. C'est un peu dommage. Enfin, en Oui, tout cas, oui, là, je ouais. l'ai pas vu. Ça, enfin, je l'ai pas vu. Enfin, ça, c'est un peu dommage enfin, pour moi qui observe la NCAA. C'est un peu dommage que je l'ai pas vu à son avantage, en tout cas à Louisville. Oui, non, c'est ça. Et puis voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi, et je pense que ça rejoint une partie de ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un joueur qui se repose aussi beaucoup sur ses instincts, c'est-à-dire que il peut être omniprésent, on va dire, sur certaines actions, comme il peut totalement disparaître Ah, sur clairement. plusieurs actions C'est, consécutives derrière. Donc, c'est un peu c'est un ça, ouais. joueur, malheureusement, voilà, qui a peut-être ce besoin aussi de trouver une certaine constance. C'est aussi pour ça qu'il est projeté relativement, on va dire, en milieu de panier sur le troisième jour. C'est-à-dire qu'encore une fois, voilà, faut voir concrètement la marge de progression qu'on imagine pour ce joueur-là. Est-ce que vraiment on se dit qu'on peut gommer le négatif ou est-ce qu'on se dit, ouais, bon, bah, voilà, ce sera un joueur d'équipe spéciale au meilleur des cas, quoi. Donc ce sera un élément à prendre en considération. On va avancer du coup, parce que bon, le temps passe, mine de rien. On va parler désormais des linemen défensifs, avec une situation qui, là, pour le coup, évolue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de positions défensives où on se dit, bon, globalement, les têtes d'affiche, on les connaît. Globalement, la hiérarchie, elle est assez établie. Alors, il y a toujours cette situation, si on prend les spots 1 à 5, qui vont d'ailleurs le plus nous intéresser sur cette position-là. Il y a toujours cette situation autour de Jalen Carter, qui a une unanimité, notamment au niveau des votants de la rédaction, puisque, encore une fois, même s'il y a une enquête liée à son potentiel rôle dans le triste décès de son ancien coéquipier de Georgia, Devin Willock, et d'une recruteuse d'ailleurs, Chandler Lecroy également, qui était décédée à cette occasion. Voilà, on attend de savoir un petit peu ce qui va advenir de cette affaire judiciaire. Pour l'instant, en tout cas, Jalen Carter, il y a un potentiel qui n'est pas remise en question, même si encore une fois son prodet a très clairement inquiété. Sa situation, sa forme du moment a clairement pas rassuré les observateurs. Derrière, on a un paquet de joueurs, un petit quatuor, dont on se dit éventuellement que la hiérarchie n'est peut-être pas si établie que ça. En tout cas, il y a notamment deux joueurs qui commencent qui continuent en tout cas de marquer beaucoup, beaucoup de points. C'est Khalid Kansi de Pittsburgh et c'est Maisie Smith de Michigan. Je vais le dire clairement parce que du coup, on a les projections premier et deuxième tour. On penche plus vers le premier que vers le deuxième pour ces deux joueurs à l'heure où on se parle. Bah, si on veut un defensive tackle au premier tour, Kalija Kansé, apparemment, a les faveurs. Alors après, j'ai entendu que Kalija Kansé n'a pas eu une seule visite d'une équipe NFL pour les top 30. Mais bon, ça, c'est que des rumeurs. Bon, Oui, il y a je eu vais Sean passer. Clifford dans le lot, Ouais, hein, qui a ouais, voilà. Il y relativisé a un eu peu, Sean ouais. Clifford côté des Packers. Hein, On n'est désolé pas, on pour eux. est, on n'est pas Ouais, obligé d'être dans les visites pour être courtisé, ouais, mais c'est vrai que voilà, c'est si on veut ça. en savoir plus un petit peu sur le joueur, ses motivations, sa manière de voir un petit peu le truc. C'est Mais bon, c'est ça. vrai que c'est un peu intriguant en l'occurrence, oui, de même pas passer un petit coup de fil pour voir un petit peu Exactement, de quoi il fait voilà. le bonhomme, ouais. Peut-être que finalement le bonhomme, on dit ouais, son potentiel c'est Aaron Donald, donc oui, forcément, c'est un joueur du premier tour, donc je vais le prendre. Ouais. Bon, voilà. Moi, je suis très surpris que Brian Breezy soit autant sous-coté et autant et aux alentours, on va dire, de la 30e place parmi les mock drafts, parce que moi, je trouve que c'est un potentiel énorme à exploiter. Ok, il ne l'a pas trop montré en université, surtout lors des 2 dernières saisons. Mais pour moi, sa première saison, qui était en 2020, juste avant ou après le Covid, je sais plus, avant le Covid, je pense, avant ces problèmes en termes de blessures et extra-sportifs, ça m'a suffi pour me dire que le mec va performer en NFL. Donc, Mazzy Smith est un super joueur. Ça, clairement, c'est clair. Mais en tout cas, Brian Breezy mériterait d'être dans la conversation pour être un joueur du premier tour. Ça, pour moi, c'est, Oui, c'est, alors, c'est clairement un bon joueur. c'est surtout que ça fait partie, je trouve, de cette nouvelle. Alors, on rappelle qu'on a de plus en plus de joueurs qui sont absolument monstrueux d'un point de vue gabarit et qui arrivent à avoir une mobilité absolument délirante, hein. Je ne vais pas rappeler que Jordan Davis a été drafté au premier tour l'année dernière par les, Hmm. par les, par les Eagles, mais c'est vrai que on court de plus en plus après ces nose tackles extrêmement, extrêmement mobiles, extrêmement capables de s'incorporer dans n'importe quel schéma, là encore, qu'on les mette sur des positions de nose classiques, sur des double teams, etc., que sur une position de defensive tackle où il va falloir un peu plus rusher et être un élément, un élément incontournable, on va dire, notamment sur les phases de blitz. Mais Smith, pour moi, ça coche carrément ces cases-là. Si on prend les autres nose tackles du plateau,
on va parler peut-être très rapidement de Keanu Benton et de Siaki Ika, mais ça remplit pas ces cases-là à mon sens. On est vraiment sur du pass rusher et sur du joueur, sur du profil athlétique assez détonnant pour le gabarit qui est le sien. Donc c'est vrai que généralement, ça fait énormément saliver les franchises et il serait très étonnant, malgré sa production assez relative du côté de Michigan et malgré en effet voilà, les petites incartades extrasportives. Voilà, on a vu bien pire, on va dire, chez certains prospects ces dernières années, donc c'est peut-être Ouais, un c'est peu vrai à ça. relativiser. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ça joue clairement en sa faveur. On nous disait tout à l'heure sur le chat, ce qui est vrai, Brian Breezy, ça continue de dégringoler. C'est toujours la même chose avec Brian Breezy, c'est qu'il y a beaucoup, on va dire, de mini red flag. C'est-à-dire que il y a un échantillon qui reste assez relatif, il y a un échantillon qui plaît, il y a un gabarit qui plaît, il y a une capacité à être extrêmement dangereux là aussi sur le pass rush, sur le premier rideau. Mais il y a des blessures qui ont été notables. Il y a peut-être une constance qui n'a peut-être pas été aussi impressionnante que celle qu'on aurait pu espérer, même si là encore son parcours universitaire a été semé d'embûches avec beaucoup de problématiques personnelles et notamment physiques. Donc en l'occurrence, voilà, c'est plus, là aussi, c'est plus de la projection. Ce sera à minima une fin de premier tour. Je ne le vois pas dégringoler en dessous du début du deuxième. Je pense que ça fera partie de ces joueurs qui, s'ils ne sont pas sélectionnés à l'issue du premier tour, seront un peu dans les rumeurs sur des trades pour le début du deuxième jour, justement, pour être sûr de pouvoir éventuellement les récupérer. Et voilà, on est sur du top 40 malgré tout. Et même s'il y a d'autres defensive tackles qui commencent à se mettre un peu plus en évidence ou à marquer un peu plus de points, Brian Breezy, ça restera, à mon sens, un joueur assez suivi. Oui, oui, clairement. Donc moi, je suis un grand fan également de Mazzy Smith dans ce top 5. Et j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit parce que c'est peut-être le prospect qui intrigue le plus dans une QV qui avant la saison m'a bien fait saliver et ça va se confirmer dans les joueurs qu'on va citer tout à l'heure. Ouais, tout à fait. On peut enchaîner, Camille, s'il te plaît, sur les positions 6 à 10. Juste pour rappeler qu'en 5, on a des Tomiwa, des Bawore, hein, qui, on le rappelle, a marqué beaucoup, beaucoup de points, notamment lors du processus draft. Son grand problème, comme pas mal de linemen défensifs, on va dire nouvelle génération, c'est de savoir concrètement où on va le faire jouer. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est un peu léger pour jouer sur l'intérieur. C'est un joueur qui a peut-être pas la taille suffisante pour jouer en tant que defensive end un peu classique. Donc voilà, il y a des qualités athlétiques qui sont indéniables. Techniquement et physiquement, il n'est pas forcément en reste, mais c'est vrai qu'il va falloir il va falloir vraiment trouver la franchise, le système qui lui permettra justement d'optimiser vraiment son talent. Et c'est peut-être là-dessus, encore une fois, où il se rapproche du premier tour. Il peut clairement être un premier tour vu ce qu'il a démontré et vu les perspectives qu'on peut éventuellement avoir à son sujet. Mais il y a encore des choses qui peuvent inquiéter par rapport à d'autres joueurs qu'on a déjà évoqués. Donc le reste du classement, avec notamment les deux nose tackles dont je parlais précédemment, donc Keanu Benton de Wisconsin en 6, Yaki Ika de Baylor également en 8, projeté aux alentours des deuxième, troisième tours. Vous voyez que c'est globalement assez significatif, hein, assez resserré. On a également Garvin Dexter, le defensive tackle de Florida, et puis deux profils assez intrigants. Alors on a Keon White de Georgia Tech et Zach Pickens de South Carolina. C'est deux joueurs dont on ne parle pas forcément le plus. Alors, Keon White, on en a beaucoup entendu parler, notamment par le biais d'Adrien Jeremiah sur NFL Network, hein, avec le gros potentiel qui était en effet le sien. On parle d'un ancien prospect d'Alabama, en effet, qui a essayé de surnager un peu dans la pénible défense des Yellow Jackets en 2022, notamment. Donc, un profil peut-être assez brut. Zach Pickens, je ne vais pas dire que ça peut rappeler éventuellement les bons linemen défensifs de South Carolina, en tout cas à l'université. On va prendre l'exemple de Javon Kinlaw. Il y a une production qui n'est pas inintéressante. C'est un joueur qui est souvent vanté en interne du côté des Gamecocks. C'est peut-être un manque de régularité pour l'instant qui peut inquiéter les différentes franchises. Concernant Zach Pickens, c'est vrai qu'il a le physique idéal pour jouer defensive tackle. Oui, manque de régularité, probablement, parce que c'est vrai qu'au sein d'une défense des Gamecocks qui n'a pas tellement brillé en termes de nombre de sacs l'an dernier, lui, Zach Pickens, il faut surtout lui demander, c'est de stopper la course. Donc voilà, ce n'est pas un pass rusher pur, comme par exemple la Jalen Carter, allez, pour faire la comparaison, même si, oula, la comparaison est un peu osée. Je vais revenir sur Keon White. Alors lui, on le voit.
énormément en fin de premier tour, voire même carrément premier tour du côté des mock drafts. Déjà, là on le voit defensive tackle, mais est-ce plutôt un defensive end plutôt qu'un defensive tackle? C'est vrai, il a réussi sa saison à Georgia Tech avec 7,5 sacs l'an dernier, mais malheureusement c'est la seule saison où il a brillé. Et c'est là en fait où est le problème, c'est qu'est-ce que c'est un one year wonder entre guillemets ou est-ce que c'est un joueur qui finalement ne fait que monter en puissance. Celui qui va avoir le joueur, donc on a tout d'un boomer bust avec Ian White. Ouais, très clairement. C'est un peu un profil similaire à ce que je disais par rapport à Debaouré, c'est-à-dire que c'est un joueur concrètement, on ne sait pas encore exactement où le positionner au mieux. Enfin, après, il a peut-être plus un gabarit, à mon sens, pour jouer defensive end, justement, sur une 34, peut-être, parce qu'il joue beaucoup, en l'occurrence, sur son physique. Oui, Je trouve que ça le péjore un petit peu, justement, sur l'aspect un peu technique, réactivité, répertoire de moves. Il y a beaucoup de choses, éventuellement, qui font, justement, que Keon White, ça va rester très basique, très axé sur du contact et vraiment sur du premier contact et sur une capacité à prendre rapidement le dessus sur son vis-à-vis. Maintenant, c'est un joueur qui est capable de sévir sur l'extérieur, c'est un joueur qui est capable de sévir sur l'intérieur. C'est assez intriguant. Après, voilà, en effet, il y a des équipes qui sont capables de monter au premier tour, hein, ce ne sera pas une énorme surprise. On a déjà vu, alors je ne vais je vais pas faire mal aux fans des Saints par plaisir, même si vous connaissez mon amour de la franchise. On a déjà vu Marcus Davenport ou Peyton Turner, par exemple, sélectionné au premier tour. Donc, si une équipe est amoureuse d'un edge rusher dès le jeudi soir, Keyon White peut tirer la queue du Mickey, comme on dit. Mais clairement. bon, voilà. Et juste pour la précision, parce que ça aussi, ça peut prêter à débat. En effet, il y a des joueurs qu'on peut cataloguer comme des edge et comme des linemen défensifs. Ces top 20 ont été faits, on va dire, en fonction peut-être du poids. C'est-à-dire que quand on passait au-dessus des 125 kilos, on était plutôt ramené sur le poste de lineman défensif. C'est le cas notamment de Keon White et d'Adetomiwa Adebaworé. C'est pour ça notamment qu'ils figurent sur ce classement et pas forcément sur celui des edge rushers dont on parlera tout à l'heure. On peut enchaîner pour la suite. J'essaie de suivre un petit peu aux commentaires. C'est vrai qu'on me disait Siaki Ika a une belle cote. Après, en effet, c'est vrai qu'on le disait aussi. On risque d'être un peu vraiment sur cette caractéristique du nose tackle pur, qui peut vraiment être un joueur plus calibré pour des double teams. Après, on voit que, par exemple, encore une fois, pour reprendre la comparaison avec Mazie Smith, c'est peut-être pas un joueur qui va être aussi tranchant que d'autres. Par exemple, Keanu Benton, sur le pass rush, on n'a pas forcément vu, notamment une amélioration à ce niveau-là. C'est un joueur qui a un avaleur d'espace, en tout cas, qui est un joueur qui peut être un véritable poison, notamment sur le jeu au sol. Mais on n'est pas sur du profil à la Vita VA, et comme je disais, sur éventuellement d'autres prospects du plateau cette année, quoi. Bah si, il y a bien un profil qui se rapproche de Victavias, c'est bien Siaki Ika, hein, assez Et, mobile. Ouais. je trouve qu'il y a je trouve que justement la mobilité est peut-être moins prégnante, enfin est peut-être moins présente chez lui. Enfin, en tout cas, on Non, l'a ouais, c'est ressenti un petit peu chez comme ça sur Siaki ses Ika, stats. peut-être moins, ouais, peut-être moins chez Siaki Ika. Par contre, Keanu Benton, ça peut être un bon point d'ancrage pour mobiliser deux mecs pour permettre aux edge rushers de pouvoir soit saquer le quarterback, soit stopper la course. La suite du classement, donc Jarrod Clark, alors Moro Jomo tout d'abord de Texas, on a également Jarrod Clark de Coastal Carolina, Carl Brooks de Bowling Green, Jacqueline Roy d'LSU et puis Cameron Young également de Mississippi State pour terminer ce groupe de 5. Alors il n'y a pas forcément que des noms qu'on connaît en l'occurrence. Alors Carl Brooks, on en a entendu un petit peu parler, même si de manière assez étonnante, il n'avait pas été convié au Combine. Si on prend par exemple Jarrod Clark et Carl Brooks qui sortent de deux universités un peu moins coté du groupe of five en première division universitaire. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a tes faveurs si on doit identifier un potentiel sleeper entre les deux? Moi, si j'avais le choix entre les deux joueurs, je prendrais plus Karl Brooks parce que c'est clairement un joueur qui a plus de vitesse que Gerald Clark. Alors, Gerald Clark est un vrai defensive tackle, un vrai defensive tackle en un technique ou en trois techniques. Par contre, Karl Brooks, il a peut-être plus de polyvalence, hein, et beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus. Alors, je dirais pas de puissance, hein, je vais dire plus de technique, on va dire. Mais on l'a vu lors du Senior Bowl, c'est un joueur qui a vraiment bien joué. Et après, j'ai regardé quelques matchs de Bowling Green.
parce que voilà, hein, Bowling Green, c'est pas Tu forcément l'université t'ennuyais, t'avais des insomnies. c'est pas vraiment l'université qu'on surveille le plus Ils ont fait une bonne en saison, NCAA. notamment grâce à Karl Brooks en 2022, en l'occurrence. Exactement. Donc voilà, je crois qu'il a fait environ 10 sacs, il me semble, cette saison, si je dis pas de bêtises. Donc potentiel sleeper, effectivement. George Clark, je dis pas que George Clark ne peut pas être un sleeper, bien au contraire. C'est un joueur qui va être un joueur assez solide au niveau professionnel, et si on le développe bien, il va être un solide titulaire. Et puis on va terminer du coup avec les 5 derniers joueurs du poste, avec Byron Young d'Alabama. On a également Kobe Turner de Wake Forest, Dante Stills de West Virginia, Nesta Silvera, le nose tackle d'Arizona State, et puis un autre nose tackle également pour ceux qui voudraient éventuellement assurer de la profondeur sur cette position spécifiquement, à savoir l'autre lineman défensif de Texas, qui est André Coburn. Petit focus très rapidement peut-être sur Kobe Turner, donc de Wake Forest, dont on n'a pas forcément eu l'habitude de parler également dans ce processus draft. Joueur avec un bon QI foot, une bonne technique. Il lui Mhm. manque peut-être les autres attributs, on va dire, enfin, j'allais dire presque ceux qui ne s'apprennent pas, mais c'est vrai que c'est peut-être plus physiquement et athlétiquement qu'il peut pâtir par rapport aux autres. Ouais, après, lui, il a un passif côté universitaire où il est passé par la FCS, notamment du côté de Richmond. Alors, Richmond, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fac exposée dans le film Coach Carter. Voilà, donc, c'est une petite pub. Voilà, Les désolé. araignées. Voilà, exactement. Et donc, première saison à Wake Forest, et saison plutôt convaincante, hein. Quand même, il a fait quand même 3 fumbles forcés, 10 plaquages pour perte. Il a montré de bonnes qualités de vitesse. Après, c'est vrai qu'en termes de prototype, en termes de puissance physique, c'est vrai que c'est pas le prototype idéal en NFL. Mais ça peut être une bonne surprise parce que au sein d'une défense de Wake Forest qui a quand même affronté des lignes offensives comme celle de Clemson ou encore celle de North Carolina ou Florida State. Donc c'est clairement un joueur qui peut être intriguant comme qui peut être tout simplement un joueur normal finalement pour les standards NFL. Donc peut-être un joueur potentiellement malheureusement non drafté, mais qui peut être aussi drafté, allez, cinquième, sixième, là je vois quatrième, cinquième, allez, quatrième maximum, mais c'est un joueur du samedi. Oui, peut-être plutôt aux alentours du cinquième en l'occurrence. Ça peut Mm. être un solide joueur de rotation, de par ce que je disais, de voir le Mm. côté justement éponge et capacité à pouvoir s'adapter justement à l'environnement qui sera le sien. On peut pas dire que Wake Forest était très réputé pour sa défense, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de juger, on va dire, l'impact qu'il pourrait avoir en termes de transition avec la NFL. Je disais que ça pouvait pas s'apprendre physiquement, bien entendu, qu'il peut se développer. Après, d'un point de vue mobilité et qualité athlétique, c'est peut-être un petit peu autre chose. Mm. On termine avec les edge rushers à présent, avec une position donc extrêmement profonde. Les 20 noms dont on va vous parler seront potentiellement tous draftables, je pense qu'on peut le dire. On Bah, va je pense commencer qu'ils donc. vont être tous les 20 ils vont être draftés, Oui, je pense. je vais mettre les pieds dans le plat, je pense qu'on sera à peu près à 28 pass rushers draftés, minimum. Allez, on va voir On fera le compte à la à fin. 18h samedi. C'est ça. Donc les 5 premiers, je pense que globalement, vous avez souvent entendu leur nom. Will Anderson d'Alabama, Tyree Wilson de Texas Tech, Nolan Smith de Georgia, Lucas Van Ness d'Iowa et Miles Murphy de Clemson. Là aussi, on nous a beaucoup posé la question. Alors, ce n'est pas un Clemson bashing, hein, je le précise au passage, parce que c'est vrai que là aussi, on disait que Brian Breezy était un petit peu descendu. C'est vrai que Miles Murphy, malheureusement, alors on a souligné également sur le chat, tu as raison, les petits soucis de régularité de Breezy. Murphy, c'est également le cas. C'est-à-dire que c'est un joueur extrêmement complet qui sait faire beaucoup de choses. Malheureusement, faut qu'il soit dans un bon jour, quoi. Bah, tu vois, contrairement à Brian Breezy, bah, Miles Murphy, par contre, lui, c'est ma déception. Et c'est pour ça qu'on le voit peut-être tout en bas du top 5. Ça me surprendrait pas non plus s'il glisse au deuxième tour. Parce que les 4 premiers là qui sont juste devant lui, clairement, pour moi, c'est des sélections du premier tour. Miles Murphy, ce qui peut le sauver, entre guillemets, si c'est un joueur du premier tour, c'est ses qualités athlétiques, pardon, et sa puissance physique. Voilà, c'est parce qu'il a le prototype idéal pour jouer edge rusher. Mais le problème, c'est finalement, c'est quoi son potentiel? On a du mal à le cerner. Est-ce que c'est ce qu'il a montré lors de la saison 2021 à Clemson, ou alors c'est celui qu'on a vu en 2022? Et en 2022, on a vu que c'était pas folichon pour un joueur censé être
top 10, no-brainer, on va dire. C'est ça. C'est un bon milieu de saison, mais pas grand-chose au début et pas grand-chose à la fin non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, on va dire, dans les moments un peu clés de la saison, de ne pas avoir un pass rusher numéro un à 100%. Alors, c'est vrai que Randolph fait un peu la comparaison avec Levin Ferrell. Je ne sais pas, en l'occurrence, s'il y a peu de chances quand même qu'il soit drafté quatrième, même Oula, Kevin si, attention, Ferrell, la draft, on ne sait jamais. Mais même si voilà. vient Clemson, c'est pas pareil, on va dire. C'est, Et c'est vrai que c'était des ouais, profils assez complets aussi. Je vois un ouais. peu la comparaison, mais c'est vrai que voilà. Murphy me paraissait quand même sur le papier un peu plus établi en termes de pass rusher que Ferrell pouvait l'être un peu plus. Il était un peu plus dilué, on dira, sur la ligne défensive de l'époque où de mémoire il devait y avoir du Dexter Lawrence, du Christian Wilkins, etc. Ouais, ouais, c'est la même Voilà. année. Il y a du talent, bien entendu, Mm, sur cette ligne de Clemson aujourd'hui. C'est pas mon mm. propos, mais voilà, je pense que Miles Murphy était peut-être plus attendu en l'occurrence que pouvait être Clelin Ferrell en l'occurrence cette année. Alors, juste une petite question, j'en profite pour transgresser légèrement. Allez. On nous a posé la question sur Jalen Redmond sur le chat en nous disant qu'il avait fait un bon processus draft, hein, ce qui en soi n'est pas mauvais. On en avait parlé d'ailleurs sur un précédent podcast, je crois que c'était avec ou Tonio ou Jean-Mi, j'ai un petit doute là-dessus. Je crois que c'est Tonio qui nous en avait parlé de Jalen Redmond sur un précédent podcast. Là encore, athlétiquement, il n'y a pas grand-chose à critiquer de sa part. C'était plus en termes de volonté que ça pose problème du côté de Raymond. Il y a une technique qui me paraît pas folichonne et c'est un joueur qui s'est. Enfin, c'est méchant dit comme ça parce qu'encore une fois de ma position, voilà, je veux dire, qui s'est contenté du minimum. Mais en tout cas, c'est pas vraiment un defensive tackle. Notamment, là aussi, on est sur du profil quand même de beau bébé du côté de Jalen Redmond. C'est pas un lineman intérieur qui sent le sang, on va dire. Ouais, il est assez mystérieux comme profil. Moi, j'en ai parlé dans un autre podcast également. Alors, je ne sais plus quelle équipe avec Jean-Michel. Donc, mais j'ai parlé effectivement de ses défauts. Il a aussi eu des soucis extrasportifs également. C'est vrai que on a l'impression qu'en termes de comportement, c'est pas, on va dire, le mec le plus smart, qu'on va dire de la QV. Mais sinon, en termes athlétiques, c'est peut-être top 5 à ce moment-là. Mais c'est vrai que Jalen Redmond, c'était quelqu'un que je surveillais beaucoup lors des précédentes saisons universitaires et force est de constater qu'il m'a bien déçu sur ces dernières saisons. Tout à fait. Après, c'est toujours la même chose avec un coaching staff éventuellement qui peut le bousculer un peu. Peut-être que la Ouais. révélation va venir, hein. Encore une Bon, fois, il ne faut après, jamais sous-estimer le s'il rôle du arrive pas coaching. avec des coaching staff universitaires qui sont quand même habitués aux joutes NFL, je me demande si en NFL ça va passer. Voilà. Ça peut être un peu compliqué. Ça peut être pire, là. Et alors, je m'inscris en faux là aussi sur le chat. J'ai vu qu'il y avait du bashing concernant Lucas Van Ness. C'est très mystérieux concernant Lucas Van Ness, c'est-à-dire que lui aussi il rentre dans cette catégorie des joueurs assez hybrides. C'est les mêmes défensifs très puissants qui peuvent faire pas mal de choses, qui peuvent être très menaçants, notamment sur l'intérieur. Le souci avec Lucas Van Ness, c'est que là encore, ça rentre dans la catégorie de ces joueurs dont on n'a pas forcément un échantillon très établi. Donc, l'échantillon est très plaisant. Là, on se dit qu'en termes de plafond, ça peut être un des meilleurs pass rushers limite de cette classe. Mais c'est vrai que forcément, ça va lui fermer quelques portes parce qu'on va se dire, bah nous, on préfère quand même se tourner vers des edge rushers qui nous rassurent peut-être un peu plus, quand on a plus de conviction que voilà, en termes d'expérience, en termes de longévité, on va dire, dans ce qu'on a pu voir. Bah voilà, ça nous plaît un peu plus. Je vais prendre d'ailleurs l'exemple, si tu veux bien, Camille, nous faire dérouler la suite entre 6 et 10. Mais pour le coup, un joueur qui n'est pas du tout dans le même moule, dans le même profil, et qui est numéro 6, et que certains prévoient par exemple au premier tour, c'est Will McDonald d'Iowa State. C'est pas du tout le même profil que Lucas Van Ness. On est sur du profil un peu plus finesse, entre guillemets, en tout cas en termes de gabarit, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup moins imposant, c'est un peu plus petit en termes de taille, mais pourtant c'est un joueur qui a démontré euh, qu'il était capable de faire énormément de choses du côté d'Iowa State, d'avoir cette production sur une longue durée. Et c'est aussi là qu'on voit qu'un McDonald continue de grimper, d'avoir une cote qui grimpe en flèche, là où celle de Van Ness a peut-être tendance à stagner un petit peu dans cette classe de pass rusher. Moi, je préfère juger sur les matchs. Et de ce que j'ai vu de Lucas Van Ness, c'est vrai il a un vrai potentiel pour devenir le principal pass rusher d'une équipe NFL. Will McDonald, c'est peut-être moins le cas, Mm. dû à son physique peut-être, parce il est un peu, j'ai envie de dire un peu, entre guillemets, gringalé pour un pass rusher. Mais les changements de direction, c'est beaucoup plus fluide qu'un Lucas Van Ness, c'est même beaucoup plus fluide qu'un Miles Murphy. Et c'est pour ça qu'il a fait une production statistique assez intéressante. Surtout qu'il était dans une fac à Iowa State. Bon,
Voilà, pas trop réputé pour en termes de pass rush. Mais oui, clairement, c'est Will McDonald. Au premier tour, ça me choquerait pas. Voilà. J'en profite pour saluer Nolive 9 qui nous dit McDonald's, la technique est super, le bon move au bon moment et surtout j'adore ses sandwichs. Ah Merci pour bah, cette analyse. forcément, l'an prochain, s'il brille, vous allez lire des allusions Ah, je au pense. fast-food. Ouais. Ah, je sens les titres, on s'est régalé, Voilà, c'est ça. viens comme tu es, enfin bref, voilà. Exactement. Plein de petits clins d'œil comme ça. Sur la suite du top 10, du coup, on avait BJ Ojulari d'LSU, qui est un peu d'ailleurs dans le même esprit que Will McDonald, hein. Il y a des gabarits qui sont assez similaires globalement, donc il y a des petits points d'interrogation là-dessus, même si McDonald a peut-être été en termes de production un peu plus complet Hmm. qu'Ojulari. Mais en l'occurrence, ça peut être des profils assez similaires. C'est pour ça qu'ils se suivent dans cette projection. On a Félix Anoudike Uzoma, le defensive end donc, de Kansas State, Tuli Tuipulotu de USC également, et Isaiah Foskey de Notre-Dame. Beaucoup d'interrogations, notamment concernant les trois derniers prospects que j'ai cités. Lequel t'intrigue le plus en l'occurrence? Est-ce que c'est pas peut-être Tuipulotu qui jouait un petit peu dans un rôle de lineman défensif sur une 34 du côté du USC, qui sera a priori un defensive end en NFL vu Clairement. son gabarit? Voilà. C'est peut-être plus là-dessus que ça m'intrigue. Est-ce que toi, tu as un autre joueur éventuellement qui t'intrigue sur ces trois-là? Non, Tupulotu est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné en termes de pass rush l'an dernier. Il fait partie du top 5 des meilleurs sackers, il me semble, au collège football l'an dernier. Il a fait, je pense, 12-13 sacs, il me semble, avec USC. Mais c'est vrai qu'en NFL, je le vois defensive end. Il jouera jamais pour moi defensive tackle, même dans une 43, il jouera jamais defensive tackle. C'est vraiment un pur pass rusher. Par contre, celui qui était assez haut et qui là, je le vois bien bas, voire même jusqu'au troisième tour, c'est Isaiah Foskey, le joueur de Notre-Dame. Mm. Peut-être sur les qualités peut-être de vitesse, c'est peut-être ça qui va peut-être faire refroidir les GM NFL. Mais sinon, c'est une équipe spéciale qui peut contribuer, hein. Comme Ah disait oui. Jean-Michel, il contre un peu tous les punts, tous les kicks des équipes spéciales adverses. Donc oui, clairement, Tuli Tuipulotu, je vois bien avoir une bonne carrière NFL. Asaf Foskey, là par contre, c'est pas sûr, si sûr que ça. Oui, c'est ça. Là aussi, il faut gagner en constance. Très franchement, c'est vraiment le prospect dont on attendait un processus draft absolument monstrueux, avec notamment des qualités athlétiques hors normes, hein, quand on voit Oui, c'est vrai. le gabarit du bonhomme. Et Hmm. ouais, pour le coup, ça n'a pas non plus été. Bah Enfin, on est peut-être resté un petit peu sur notre fin, quoi. c'est dommage parce qu'à Notre-Dame, il a battu le nombre de sacs, on va dire, en total dans l'université de Notre-Dame, mais il a fait ça sur beaucoup plus de matchs que les joueurs précédents dans l'université des Fighting Irish. C'est ça. C'est un joueur qui a peut-être cette fâcheuse tendance, on dirait, je le trouve assez complet, mais peut-être à se précipiter un petit peu dans ce qu'il fait. Et ça peut avoir tendance à lui fermer quelques portes. Alors que pour Hmm. le coup, je pense que la Ouais. mobilité, il l'a. Le physique, il peut l'avoir également, même si c'est pas le plus puissant du plateau en l'occurrence. Techniquement, il sort de Notre-Dame. Donc Bah, voilà, je le je vois. pense que ça peut être typiquement le genre de prospect qu'on peut coacher. Mais voilà, c'est aussi pour ça que du coup, maintenant, il annonce un peu plus bas. C'est-à-dire que voilà, on est de moins en moins sûr que dès la première année, il sera capable de performer. Je ne sais pas si je peux prendre cette comparaison-là, mais il y a des aspects qui me font un peu penser à Arnold Ebiketie, sorti de Penn State l'année dernière. À voir si il peut être comparé à Arnold Ebiketie qui a fait quand même une bonne saison rookie à Atlanta. Donc Mm. clairement, on va voir. Mais en plus, sur Atapotki même, d'un coup, je l'ai vu comme un joueur unidimensionnel. C'est-à-dire que pour moi, il va fit que sur un seul système. Et c'est ça aussi qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'on pourra jamais l'utiliser dans d'autres schémas Ouais, que dans un schéma préférentiel en zone dans une 43, quoi. Il pourra jamais s'adapter, même dans un rôle de d'outside linebacker. Il n'a pas assez de technique, il n'a pas assez de vitesse pour jouer à ce poste-là. tout à fait. Juste, je réponds au passage sur le chat, Guillaume qui me demandait Ojulari, frère d'eux. Oui, en effet, c'est le frère d'Aziz Ojulari, edge Ouais. rusher des Giants, que tu connais bien, hein.
Puisque voilà, Je connais pas mal, on va dire. voilà, tu ne montres aucune appartenance à une franchise, mais voilà, on Ouais, a bien compris. après, le voir drafté aux Giants, peut-être au deuxième tour, pourquoi pas, hein, Pourquoi mais pas? on a déjà des outside linebackers Ouais, de notre niveau côté. front seven, ça va, hein. Il y a de quoi mettre un peu de pression déjà. Voilà, exactement. La suite du classement, s'il te plaît, Camille, du coup, avec les. Donc, Derrick Hall d'Auburn, Zach Harrison d'Ohio State. On a Byron Young également de Tennessee. André Carter, the second. La belle histoire, on dira, d'Army, hein, puisqu'il a la possibilité, du coup, de s'inscrire à la draft malgré son statut de militaire, en tout cas de cadet. Et puis, on a également Colby Wooden, lineman défensif un peu à tout faire du côté d'Auburn. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, le nom qui m'intrigue le plus dans cette liste, c'est Zach Harrison d'Ohio State. Bah, Zach Harrison, il a affronté quand même des linemen offensifs de qualité, hein. Peter Skoronski contre Northwestern, Broderick Jones contre Georgia, et à chaque fois, enfin, sur certains jeux, il a parfois pris le dessus. Donc, c'est un joueur par séquence qui a de très bonnes qualités. Mais le problème, c'est que si on le voit en tant que seulement en tant que troisième tour, voire bon, parfois quatrième, mais je pense pas quatrième, hein, c'est pour moi troisième tour, ça, c'est bien pour lui. C'est peut-être un manque de vitesse et pourtant il a la puissance qu'il faut pour jouer pass rusher en NFL dans tout système. C'est juste que en fait Zach Harrison, il faut qu'il améliore peut-être plus sa technique, mais c'est un très très bon joueur. En université, il a produit. Et ça serait pas étonnant qu'il produise dès sa première saison en NFL si ça va bien. Alors, après, moi, la seule chose que je dis, le petit bémol que je mets, c'est faut voir ce qu'on en attend de Zach Harrison. C'est-à-dire qu'à mon sens, ça peut être un defensive end, en effet, on va dire un headsetter, un joueur qui est capable d'être performant sur de nombreuses phases de jeu. Mais Hmm. à mon sens, je ne suis pas persuadé que ce soit un pass rusher en chef. Ah C'est-à-dire que non, sa non, non, production du côté d'Ohio ça, State, on est sur 11 sacs en 4 ans. Donc si on se dit ouais. Ohio State, c'est la fac des frères Bossa, c'est la fac de Chase Young, Hmm. je ne sais pas si on peut les mettre sur le papier d'un point de vue attente. Ça peut aussi être un Jonathan Cooper, ça peut aussi être d'autres joueurs sortis d'Ohio State, Ouais, Baron pas forcément Browning, allez. performés comme on pouvait s'y attendre. Oui, c'est vrai. Si on le compare au premier joueur que tu as cité, alors là, clairement, non. Zach Harrison va devenir seulement un lieutenant, on va dire entre guillemets, d'un lead rusher du côté de la NFL. Mais Zach Harrison est un bon prospect. Hein, c'est qui a de bonnes qualités athlétiques. Ce sera potentiellement un titulaire solide en NFL, mais pas une star, je pense. On termine du coup avec les 5 derniers de ce top 20 au niveau de la position pardon, de edge rusher avec KJ Henry de Clemson. On a également Isaiah McGuire de Missouri, Yaya Diaby de Louisville. On a également Dylan Horton de TCU et Isaiah Land, outside linebacker, je pense qu'on peut le dire, vu le gabarit Mhm. de Florida Oui. A&M. Alors, deux noms plus particulièrement qui sont assez intrigants dans cette liste, c'est Yaya Diaby de Louisville qui a marqué des gros points lors du processus draft, notamment lors du combine, hein, où il a fait forte impression au niveau des différents ateliers. Et puis on a également Dylan Horton, qui lui, pour le coup, s'est surtout mis en évidence d'un point de vue production du côté de Texas Christian. C'est-à-dire qu'on l'a mis defensive end classique dans une 43, on l'a mis 5 tech, donc entre le guard et le tackle sur une 34 la saison dernière, même sur une 3-3-5 en l'occurrence. Et il a globalement été bon partout. Donc quel est le joueur qui, toi, t'intrigue le plus sur ces deux profils-là? Yaya Diaby, je ne l'ai pas dit, c'était plus là aussi du lineman défensif sur là aussi une espèce de 3-3-5 du côté de Louisville. La production n'est pas monstrueuse et malheureusement, son gabarit le dessert un petit peu quand on essaie de se projeter un petit peu sur où justement on espère le faire jouer en NFL. Bah, c'est ça, en fait, le problème de Yaya Diaby, c'est où va-t-il jouer en NFL? Il va-t-il jouer sur l'extérieur? Va-t-il jouer à l'intérieur? En tout cas, pour moi, c'est vrai qu'il a été très bon. 20 sacs sur les 2 dernières saisons en université, ce qui est très, très bon. Et pour le cas, par exemple, de Dylan Horton, lui, il a surtout produit dans les matchs importants. Il a notamment fait, il me semble, 4 sacs lors d'un match. Je sais plus si c'est dans le bowl game ou si C'était c'était Michigan, je crois, hein. ouais, Michigan, ou si c'est Ah ouais. Michigan. Alors là, voilà. Et je l'avais mentionné dans le papier NCAA le concernant. Donc Dylan Horton, clairement, c'est un joueur qui peut d'abord peut-être contribuer en équipe spéciale et après devenir un solide pass rusher.
Yaya Diaby, c'est plus la qualité, on va dire, explosivité, puissance, qui va sans doute faire intriguer des recruteurs et des GM NFL. Par contre, pour tout ce qui est ce qu'on appelle positionnement, ce qu'on appelle le bend également, ça va pas capacité de se pencher pour pouvoir contourner le tackle offensif. C'est un peu plus compliqué pour lui, mais donc techniquement, c'est même le cas pour Dylan Horton. Il faut qu'il progresse encore un tout petit peu sur cette partie-là. Ouais, tout à fait. Puis je regardais encore sur le chat, on a un round 2 qui nous disait je tente Isaiah McGuire, profil extrêmement intéressant du côté Très bon joueur. de J'aime beaucoup. Louisville, notamment Mm. un bon premier pas, mais c'est vrai Mm. qu'après c'est plus d'un point de vue, on va dire justement, panoplie de move, réactivité plus globalement, on va dire. C'est peut-être juste Exactement. le plan C'est, B qui lui manque un peu, mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut être voilà. extrêmement incisif. Ouais. C'est ça. Exactement. Mais il y a beaucoup de joueurs qu'on aurait pu citer, hein. Il y a vraiment des joueurs qui ont loupé le coche de peu. Je pense à un José Ramirez, par exemple, que je ne me trompe pas sur la fac d'Eastern Michigan, Ouais. également, qui n'était pas très très loin. Lonnie Phelps, également de Kansas, qui était également cité. Donc voilà, c'est des joueurs qui potentiellement pourraient être draftés, là encore, entre les spots 5 à 7, puisque vous voyez qu'en l'occurrence, le 20e joueur de la liste, Isaiah Land, est quand même situé aux alentours des 4e, 5e tours. C'est vous dire à quel point la profondeur peut être assez notable dans cette classe d'edge rusher. J'en profite pour faire un petit mea culpa parce que Zinko tout à l'heure sur le chat m'a fait souligner qu'a priori Jalen Carter, le jugement avait été rendu, on va dire, avec une année de probation comme sanction. Alors, j'ai du mal Ah, à me dire que c'est d'accord. le dossier final. Si c'est le cas, ça m'a un peu échappé. Mais en tout cas, mea culpa si j'ai manqué cette information-là. Donc voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette classe de défensive. Merci beaucoup Nitina d'avoir été en ma compagnie. Hein. C'est Bah, beaucoup merci plus à agréable toi. en tout cas de le faire à deux. Je pense pour moi et je ne veux pas me tromper non Franchement, plus pour les auditeurs. c'est beaucoup mieux et puis ça permet d'avoir une autre opinion pour ceux qui nous suivent sur le live. Donc, franchement, c'était bien d'avoir fait pour la première fois cet exercice et on espère le refaire l'an prochain. Tout à fait. Et puis on se retrouve demain, donc comme je disais, Et ouais, avec Alexandre demain. Locke. Alors, draft avec échange, pour ceux qui ont déjà vu la précédente draft avec échange qu'on a fait déjà avec tes soins, par tes Et soins ouais, évidemment. par mes soins, exactement. Nitti est un peu énervé sur les échanges. Je pense qu'on peut le dire. Alors, on sait combien d'échanges il y a eu au premier tour. Il y en a Mhm. quelques-uns à son actif. Une nouvelle C'est fois et c'est vous allez possible pas que être la déçus, je majorité pense. soit sur tes équipes. Alors, du coup, je ne spoilerai pas les équipes que tu avais à ta disposition. On le déroulera éventuellement Non, on demain. déroulera demain. Ouais. Voilà. Mais voilà, tu as été assez actif. Voilà, on va le dire. Et je le répète encore une fois, les 4 premiers vont vous surprendre. Probablement. Voilà. C'est une position très inattendue. Donc, voilà. Soyez Voilà, prévenus. exactement. Et Merci. rendez-vous demain. Ouais, rendez-vous demain. Merci encore Camille également d'avoir assuré la technique. Et rendez-vous donc tous demain à partir de 18h30. Merci à tous, hein. J'espère avoir été un minimum réactif sur le chat, même si c'est pas toujours évident. Vous étiez encore au moins entre 80 et 100 aujourd'hui. Donc merci beaucoup de continuer de nous suivre en cette semaine animée de la draft. On se retrouve donc dès demain en direct à partir de 18h30 pour l'ultime mock draft du site, en tout cas en live, hein, parce qu'on vous rappelle qu'il y a toujours la mock draft 3 tours réalisée justement par Alex Locke que vous pouvez retrouver depuis lundi à l'écrit. Et donc, nous, on se retrouve à l'oral donc demain donc pour une mock draft avec échange sur un tour et les principaux besoins. On fera un petit pic notamment concernant les équipes qui n'ont pas de premier tour. Ouais, on pense à eux quand même, hein, parce que Bah oui, tout à fait. Ils existent aussi, à savoir les voilà, Rams, les Dolphins, les Broncos, les Browns et les Niners. Donc, exactement. on se penchera également là-dessus. Merci à tous, à demain soir et continuez de vivre l'intensité de cette semaine draft. Je le rappelle, J-2 à présent. Donc à très vite sur les antennes de TDA. Salut à tous. Salut.